Ouais, j'ai fait 2 rebrandings chez Algolia. Je suis arrivé, j'ai dit il faut changer le logo, ce qui est quand même pas neutre dans une boîte. Et tout de suite, les 2 fondateurs ils ont dit ok go, on te fait confiance, on t'a embauché pour ça. Tu dis qu'il faut changer, on change. J'étais là ok, cool. C'est ça une startup en fait. On me dit oui, je peux faire ce que je veux, cool. Les designers seront pas remplacés par les AI. Ça c'est un grand discours, c'est une connerie, pas du tout. Je veux dire, si c'était si facile, ça se saurait. Aujourd'hui, Figma, c'est facile de s'en servir. Sauf qu'un créateur d'entreprise, il a pas le temps de se mettre sur Figma. Il aura pas le temps d'apprendre les AI non plus. Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode du Climb Podcast. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sébastien Navizet, qui a travaillé pendant des années chez Algolia. Aujourd'hui freelance, il accompagne pas mal de boîtes sur les sujets du branding, web design, etc. On a parlé dans cet épisode de plein de trucs super intéressants, notamment ses débuts en tant que designer, qu'est-ce qui fait de lui un designer, sa carrière chez Algolia bien évidemment, et quelles ont pu être les différentes évolutions de son rôle et de ce qu'il a pu faire là-bas en 7 ans et demi. Et puis après, on a parlé un petit peu aussi de la formation du designer, et après un petit peu de tendances, de tools, de best practices, etc. Donc j'espère que cet épisode va vous plaire. N'hésitez pas évidemment à le regarder jusqu'au bout. Et puis à vous abonner à la chaîne, c'est important. Donc le format, c'est assez chill, discussion très tranquille. Moi, dans un premier temps, ce que je voulais savoir, évidemment, c'est que tu me racontes un petit peu tout ce que tu as fait. Et après, on pourra parler un petit peu de trucs plus en détail. Le premier truc qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fait de toi, en gros, un designer? Comment t'en es arrivé à devenir un designer? Vaste question. Exactement. Mais tu peux me parler de tout ce que tu veux, quoi, même des débuts. De toute façon, c'est ce que j'allais faire. Parce que, effectivement, moi, si vraiment je dois considérer quand est-ce que ça a commencé, j'avais 12 ans. Ok. Et on avait l'ordinateur de la maison à l'époque avec un ordinateur, le petit cube. Ouais, un truc cathodique et tout. Et j'ai téléchargé illégalement Photoshop. Oula. 7.0 à l'époque. Ouais. Et donc j'ai commencé à trifouiller ça. Donc moi je dirais que c'est vraiment là que ça a commencé. En fait, la passion de la retouche de l'image, tous ces trucs-là. Et puis après j'ai fait des études, des trucs qui avaient rien à voir avec ça. Et finalement, une fois que je me suis retrouvé dans des études qui me correspondaient pas, je m'apprêtais à devenir ingénieur ou quoi. J'ai voulu revenir à ça et je me suis dit mais c'est quoi un métier où on utilise Photoshop? Parce qu'en fait j'étais juste jamais utilisé Photoshop. Qu'est-ce que Et puis c'était le tool quoi. Voilà. Et donc oui parce que là et donc ça remonte à un moment maintenant parce que officiellement ça va faire 15 ans que je suis designer. Ouais. Et donc à l'époque en fait les métiers pour utiliser Photoshop c'était la pub. Ouais. Et donc en fait du coup je me suis dirigé vers une école de publicité, puis j'ai commencé à faire mes premières armes en tant que stagiaire et assistant DA dans des agences comme Publicis à Lyon ou Les Gros Mots à Paris. Et puis et puis du coup le monde de la pub étant ce qu'il est, j'aimais ce que je faisais mais j'aimais pas vraiment l'environnement de travail dans lequel j'étais, on va dire. C'était quoi le rythme surtout? Le rythme et puis humainement c'était difficile. Tu vois le film 99 francs, j'ai un peu retrouvé cette ambiance pas forcément très saine. Depuis ça a été pas mal épinglé par des Balance Ton Agency, des choses comme ça. Mais à l'époque c'était monnaie courante, c'était comme ça partout. Donc ça a été difficile. Donc j'ai fait un espèce de burn-out très tôt et donc en fait je suis parti. Et par un concours du hasard, j'ai recroisé un copain de lycée qui, lui, était développeur et montait son agence web. Donc là, on remonte à 2013. Donc c'était les débuts du web. Ça va trop loin. À l'époque, la technologie qui émergeait, c'était le responsive. Parce que du coup, on commençait 2013, à consulter des sites web en dehors d'un ordinateur. Ouais. Et donc, on a fait une agence WordPress. Et donc on a commencé à faire des petits sites web pour des commerces de petite taille, locaux et tout. Moi, mon premier client, ça avait été l'auto-école du coin. On a pu faire la pizza, ce genre de trucs. Ouais, oui. Ça commence comme ça. Voilà. Et donc c'était plutôt pas mal. On avait réussi à recruter du monde et on avait réussi à faire grossir l'agence. Mais malheureusement, étant très jeune, on n'a pas forcément pris que des bonnes décisions et on s'est laissé enterrer sous beaucoup de petits clients qui étaient très exigeants, donc on ne devenait plus rentable. Donc on a dû arrêter cette expérience.
Et donc, suite à ça, je me suis mis en freelance. Jamais vraiment été au chômage, en fait, à chaque fois entre deux opportunités. Donc, en fait, j'ai continué à être designer, parce que c'est ça quand même ta question. Un peu plus tard, en 2016, j'ai eu l'opportunité de rejoindre Algolia, donc une grosse start-up française. Et à l'époque, il y avait 40 personnes. Il y avait un designer déjà qui était là, mais plutôt côté produit. Et donc, en fait, je suis arrivé en tant que premier. À l'époque, on appelait ça creative designer, parce que les noms dans le design ont beaucoup évolué. Les noms LinkedIn. Voilà. Et puis, en fait, j'ai grossi, j'ai grandi en même temps que la boîte a grossi. Et donc, j'y suis resté 7 ans. Et donc, la boîte est passée de 40 personnes à 800 personnes. Ah oui, okay. Et donc, petit à petit, je suis passé de un peu solo creative designer à brand designer à manager et à creative director. Donc là, je manageais l'équipe brand monde d'Algolia, un peu distribuée entre US et Europe. Et puis là, maintenant, ça va faire 1 an et demi que je me suis mis à mon compte en tant que brand designer freelance. Et donc, voilà. Donc, tout ça pour te dire que ça fait 15 ans que je considère que je suis designer et que je suis passé par assistant DA, web designer, creative designer, brand designer et creative director. En gros. Trop bien. Super intéressant. Ça me fait poser pas mal de questions. J'ai des questions un peu sur le monde, peut-être un peu des agences quand même, ça m'intéresse, que tu as pu connaître. Des questions sur aussi, évidemment, Algolia. Peut-être rapidement sur la partie agence. Quand tu es dans ce type de contexte, au-delà du fait que ça se passait bien ou pas bien, ce qui m'intéresse, c'est aussi toi qui avais aussi créé du coup ton agence un peu WordPress. Je sais pas combien de personnes vous étiez, etc. Mais qu'est-ce que tu penses peut-être quand tu disais peut-être on a fait des erreurs, etc. Qu'est-ce que tu penses t'a manqué pour dire en fait pour passer à la next step, comparé à d'autres agences qui ont plein d'employés qui sont déjà établis, tu vois, c'est quoi un peu ta vision de ce truc-là? Parce que moi, tu vois, ça m'intéresse pas mal. Ce truc d'aujourd'hui, on a une petite agence, on arrive gentiment à 10 personnes. Et moi, j'ai vraiment, tu vois, des grandes ambitions pour la boîte. Et je me demande, c'est quoi les steps qui font que, tu vois, tu arrives naturellement à signer des plus gros deals et comment tu te structures et tout ça. Peut-être c'est des trucs que tu as pu voir dans tes peut-être plus grosses boîtes. Ouais, déjà, alors, si je dois faire un peu un post-mortem des erreurs qu'on a faites, il y en a plusieurs. Il y a notamment, on a manqué de confiance en nous, et donc ça, en fait, ça s'est répercuté sur les devis et les prix qu'on mettait en face de nos clients. On n'osait pas pricer très cher, surtout qu'en face, on avait des clients qui, à l'époque, avoir un site web, c'était pas forcément quelque chose qu'il fallait absolument avoir. Donc ça a été un petit peu dur, et on voulait absolument signer des devis, donc on se retrouvait à sous-vendre notre travail. Ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment mis dedans, parce qu'on a recruté, on n'était pas monté beaucoup, jusqu'à 5 ou 6 personnes. Mais du coup, il faut nourrir ces personnes-là avec du travail et un salaire. Et donc ça a été une des grosses erreurs. Et puis l'autre erreur classique, et que je fais même parfois encore en freelance, c'est de trop dire oui, de pas savoir dire non à un client parce que on a peur que ça nuise à la relation commerciale, et au final on dit oui, et c'est ça qui nuit à la relation commerciale, mais de notre côté, quoi. Ouais, je vois tout à fait. Donc, je suis assez aligné avec ça. Je pense qu'on fait très souvent l'erreur. En même temps, peu importe le montant, mais c'est vrai que pour des agences, des petits clients, ça peut être des clients à 5, 10K, mais tu te dis, c'est quand même 5, 10K, quoi. Donc c'est dommage de dire non. Donc non, je vois tout à fait. Et donc pour parler un petit peu plus en détail de Algolia, parce que là tu y as vraiment passé beaucoup de temps, c'était quoi un petit peu l'organisation d'un point de vue, pourquoi en fait, je me pose même la question, pourquoi il y avait à un moment donné du coup un design director, pourquoi tu vois dans une boîte tech comme ça, il y avait un sujet hyper important d'avoir du coup quelqu'un dédié au design, et même plusieurs personnes, parce que j'imagine qu'au fur et à mesure tu avais une équipe, etc. Tu vois, c'était quoi, qu'est-ce qui a fait que tu vois ils se sont dit il faut qu'on recrute quelqu'un là-dedans? Ouais, c'est une bonne question, d'autant plus qu'étant freelance maintenant, étant extérieur à des boîtes avec qui je travaille, je me pose régulièrement la question. Alors déjà, souvent les gens, ce qu'ils nous demandent, c'est mais vous aviez assez de travail? Et la réponse c'est oui, largement, même par-dessus la tête, parce que c'est une boîte qui a scalé tellement vite qu'il y avait vraiment beaucoup d'initiatives qui étaient prises d'un point de vue marketing, d'un point de vue web, d'un point de vue produit. Donc, il fallait derrière assurer tout ça. Au niveau de l'évolution de la team design,
Ce qui s'est passé, c'est que donc, je suis arrivé au début, j'étais un peu tout seul à travailler sur tous les supports marketing. Ok. Donc vraiment 360, online, offline, tout. Petit à petit, on a recruté, mais en fait, au début, la team design, c'était une seule team. Product design et brand design étaient ensemble, donc on était juste des designers qui travaillions. Et donc, il y en avait qui étaient quand même un peu plus sur le produit, d'autres qui étaient un peu plus sur la brand. Mais si on remet en contexte aussi, à l'époque, ça fait bientôt 10 ans, les métiers étaient quand même moins identifiés que maintenant. Donc, c'était aussi moins cloisonné. Donc voilà, on faisait un peu des interventions dans le produit et puis en fait très vite il y a les appétences qui se sont créées et on a splitté les deux équipes, principalement parce que les rythmes de travail sont pas du tout les mêmes. Dans l'équipe produit, on va travailler au quarter parce que on est sur la roadmap produit avec les PM, alors qu'en brand on est à la semaine. On est sur des sprints ultra rapides parce qu'il y a des initiatives, parce que ci, parce que ça, on a une opportunité et tout. Et après, donc, en fait, la boîte a grossi tellement vite que, comme je disais, on était un peu sur tous les continents. Après, principalement US et Europe. Mais tous les mois dans des salons, des trade shows, tous les mois devoir sortir des nouvelles pages web, des blog posts. Il y avait vraiment une tonne d'initiatives, beaucoup de display ads. Donc ça, c'était quand même pas mal de supports qu'il fallait créer. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas les AI, il n'y avait pas tous ces outils d'automatisation. Donc, il y avait quand même pas mal de choses qu'il fallait encore faire un peu à la mano. Pour rappel, quand on est arrivé, on passait à peine sur Sketch. Figma n'existait pas. Ah oui, ok, ouais. Et après, on a dû faire le switch de Sketch à Figma. Donc, on est quand même dans un contexte où tous ces outils... ils ont grandi avec la boîte aussi. On prend tout ça pour acquis aujourd'hui. On gagne énormément en efficacité. Mais à l'époque, déjà, le multi-artboard, c'était quelque chose de nouveau. Sinon, c'était un fichier par truc. Donc, c'est clair. Moi, je me rappelle de Photoshop avec déjà le concept d'avoir, avant, quand on designait, c'était d'avoir des fichiers sur son ordinateur. Voilà, c'est ça. avec des VF. Exactement. Donc, c'était ça déjà qui justifiait. Et puis après, bien sûr, on a commencé un peu à streamliner les process, à mettre en place des Asana, avoir une logique de petite agence interne. Et moi, j'aimais bien le ratio de me dire, on a quand même, on était en permanence 4 en interne dans la boîte et après, on travaillait avec des designers freelance. Parce qu'en fait, du coup, ça permet d'avoir des vrais garants de la marque parce que t'es sur plein de supports, plein d'endroits différents dans le monde. Donc, il faut quand même être sûr que la marque est toujours bien représentée. Mais après, des fois, tu as vraiment des pics de travail saisonniers où tu as beaucoup plus de demandes que d'autres. Et donc ça, en fait, c'est absorbé par le fait de faire venir des freelances qui, eux, vont venir combler les besoins. Donc j'aime bien avoir ce truc-là, cette complémentarité. Et après, je pense que j'ai eu la chance d'avoir ce rôle dans une start-up. Aujourd'hui, ça se ferait plus trop, je pense. Déjà parce que la Silicon Valley a pas mal cut dans les budgets. L'argent est moins facile à obtenir qu'avant, donc les startups décident d'investir leur argent ailleurs que d'avoir un designer full-time. Donc c'est plus Alors aujourd'hui le marché il est plus propice aux agences et aux freelances parce que surtout en brand, en fait les startups elles veulent passer 2-3 mois sur une réflexion de brand et c'est un one shot et après derrière ça décline, ils ont les outils en interne et tout. Mais à l'époque, c'était pas vraiment ça. Maintenant, quand j'y repense, j'ai l'impression que c'était vraiment un peu un autre monde. Mais c'était bien d'internaliser un peu tout. Et puis c'était un peu commun. Chez Stripe, ils faisaient ça. Chez Intercom. Donc ça, le marché, il a évolué là-dessus. Et comment vous travaillez ensemble entre les product designers et les brand designers? C'était quoi un peu comment vous faisiez en sorte d'injecter de la brand dans le produit et eux, est-ce qu'ils avaient souvent besoin de vous? Est-ce que c'était vraiment, au final, plus ça grandissait, plus c'était vraiment deux équipes différentes? Ça, c'est la question qu'on me pose régulièrement. Et j'ai souvent des designers qui sont dans des startups qui me demandent un petit call pour me demander comment on faisait chez Algolia, sachant qu'on n'a pas du tout la vérité absolue. Parce que j'ai l'impression que c'est un vrai sujet, la collaboration entre ces deux teams, et qu'elle est souvent pas facile. Nous, on y avait pas mal réfléchi. Et en fait, donc au début, c'était une seule et même team. Puis après, elle a été splittée en deux. Et donc au début, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait gardé des designs critiques. Donc c'était 1 heure de meeting par semaine où les designers d'une équipe et de l'autre venaient présenter leur travail pour recevoir du feedback et tout. Ça, c'était un bon moyen de garder le contact. Mais à terme, c'était plus viable. On n'avait pas nécessairement le temps ou on n'en tirait pas assez de valeur
parce que des fois on présentait les choses mais les gens n'avaient pas suffisamment de contexte, ou enfin les retours qu'on avait. Donc ça, on a été plutôt, on a arrêté ça. Et en fait, plus tard, ce qui a permis de garder le lien entre les deux teams, ça a été le design system. Okay. Lorsqu'on a voulu mettre en place un design system, on s'est pas mal posé la question de comment est-ce qu'on allait faire. Parce que il fallait quand même créer une expérience unifiée. En gros, la team brand, elle était vraiment pré-sign-up. Du premier contact visuel, la première fois que tu entends le nom Algolia jusqu'au moment où tu vas cliquer sur sign-up, j'essaye le tool, ça c'est la brand. Et à partir du moment où tu as cliqué sur sign-up, là c'est le product. Et donc, faut créer une expérience unifiée là-dedans, mais les contraintes d'un côté et de l'autre sont pas les mêmes. Ouais. Je pense l'exemple tout bête, c'est je pense aux fontes. Voilà, du côté produit, tu as besoin d'avoir des fontes qui marchent dans toutes les langues et tout. Donc voilà, ils avaient pris une OpenSAM, puis après ils étaient partis en typo système parce qu'au moins on était sûr qu'il n'y avait pas de problème. Tandis que nous, en marketing, on a besoin de créer une identité visuelle et de se démarquer un petit peu. Ouais, donc on a besoin d'une fonte avec plus de caractères. Donc c'était tout ce genre de questions qu'on avait commencé à se poser lors de l'établissement du design system. Okay. Et donc en fait voilà, on a mis en place un design system à la Brad Frost Atomic, et on avait un layer de base, le Atomic, avec les éléments de base, les couleurs et quelques composants et le logo qui étaient communs. Et en fait après on avait un design system à deux branches. Okay. Un côté marketing, un côté product. Et donc, tous les mois, il y avait un meeting avec le comité design system. Et là, se rejoignaient les product designers et les brand designers pour avoir des discussions sur est-ce qu'on crée des nouveaux composants ou pas, toutes les questions un peu habituelles du design system. Et c'était aussi la bonne occasion d'échanger sur des sujets du style voilà, là on a des empty states et des écrans vides dans le produit, on aurait besoin d'une production design un peu plus graphique pour habiller cet écran. Et inversement, nous des fois on demandait un peu des écrans pour aller communiquer dessus sur le site web. Donc on faisait voilà, c'était une communication finalement très opérationnelle. Après niveau stratégique high level, moi j'avais des contacts avec les managers de l'équipe product, mais voilà. Bon, une fois de temps en temps, on se faisait un one-to-one où on échangeait un peu nos problématiques du moment, histoire de connaître un petit peu ce qui se passait chez les autres, mais ça s'arrêtait là, quoi. C'était assez. Okay. Donc on essayait de pas être en silo, mais en même temps, c'était pas non plus ultra en commun, quoi. Ouais, okay. Ça me fait penser du coup à ce que mon micro il se fait la mal vraiment. Ça me faisait penser en fait au fait que tu parlais pas mal de rôles, etc. Et je me suis toujours demandé, il y a plein de façons de le faire, mais comment, en tout cas vous, chez Algolia, vous voyez un peu l'évolution du designer, de son premier statut de junior designer, peut-être, IC, individual contributor, souvent, et à ensuite comment il grandit. Est-ce que vous aviez créé des tracks spécifiques entre quelqu'un qui, pour avoir une évolution dans sa vie, il n'est pas forcément obligé d'être team lead, et peut-être qu'il veut juste être expert dans un truc, et donc comment vous faisiez la distinction? Est-ce que vous aviez un truc très clair en interne, ou est-ce que ça se faisait au fil de l'eau? C'est une bonne question, parce que c'est un sujet qui m'a pas mal pris la tête, Okay. pour être honnête. Mais à la fin, j'avais réussi à mettre en place une grille assez simple pour les individual contributors, vraiment. Effectivement, il y avait un peu 3 niveaux, quoi. Junior, intermédiaire et senior, sachant que le niveau intermédiaire, finalement, on n'y restait pas trop, ça passait plutôt rapidement au senior. Pour moi, ce que j'avais mis en place il fallait mettre en place une grille très objective, et ça, c'est difficile. Ouais. Parce que d'autant encore plus côté brand que côté product, c'est un métier un peu créatif. Il y a un côté, malgré tout, même si on essaye de rationaliser notre travail, il y a un côté artistique. Il y a un côté appréciation, des fois, qui est difficile à expliquer, Bien à sûr. justifier dans une spreadsheet. Et comment tu dis tu as du goût, et comment tu mets Voilà, une échelle sur ça? Au-delà de t'as bien espacé et aligné tes textes, qu'est-ce qu'il y a, hein, il y a le bon designer, il design, mais le mauvais designer, il design, mais c'est pas pareil. Ouais. Et en fait, du coup, l'idée, et maintenant je reste assez persuadé de ça, c'est que un junior designer, il est encore en train de travailler les hard skills. C'est-à-dire que les designs qu'il produit sont plus forcément parfaits, mais ils sont pas forcément parfaits, mais il doit s'améliorer et continuer à travailler son spacing, son alignement, la hiérarchie de l'information, la création d'assets visuels, ce genre de choses-là.
Et une fois que ça c'est bien maîtrisé, ce qui va le faire passer à un côté plus senior, c'est le senior en fait il va travailler sur les soft skills. Et donc là c'est tout ce qui va être compréhension du besoin du stakeholder que tu as en face, réussir à estimer le temps que tu vas passer et l'effort que ça va te demander, et puis aller un peu au-delà, réussir à faire l'extra mile et puis assurer une bonne relation avec la personne avec qui tu travailles. Comme je disais, on considère un peu notre équipe design comme une agence en interne. Okay. Et donc, si je résume, c'est un senior, il est capable de gérer la relation client tout seul, alors qu'un junior, il a encore besoin du manager pour faire l'intermédiaire. Donc voilà, en gros, pour moi, c'est ça. Les juniors, je les ai travaillés les hard skills et les seniors, les soft skills. Et c'est ça qui faisait passer les échelons, quoi. Ok, ouais, je suis tout à fait aligné. De toute façon, c'est un peu les problématiques que j'ai là en ce moment. Je me demande comment, même à notre petite échelle, comment on va réussir à créer des chemins de carrière qui ont du sens. Évidemment, pour l'instant, les gens peuvent pas être team lead encore parce qu'il y a personne à manager. Mais je vois tout à fait le truc et je suis très d'accord sur le fait que, et en fait, même pour les juniors, en effet, c'est pour en fait, quand tu deviens un senior, en fait, ça veut dire qu'en tant que junior, tu as déjà développé les soft skills, tu vois. Et donc, il y a un peu tout ce truc que je vois où il faut vraiment que les gens se mettent dans une position où, même s'ils bossent en interne, comme tu dis, je pense que c'était un bon exemple de dire tu es une agence en interne, faut te dire qu'en fait, du coup, ton client, c'est les équipes internes. Et quand tu rends un rendu à ton client, ça doit être carré, tu vois, de A à Z, et que ça doit être présenté avec du contexte, ça doit être amené de la bonne façon, tu dois être persuasif et tout. Et donc, et justement, ce côté persuasif, c'était ça ma prochaine question. C'est sur les, je me fais mes propres transitions, t'as vu, c'est fort. Sur les sujets de branding, ce qui est intéressant, c'est que souvent, dans les boîtes, c'est pas forcément là où on a de la facilité à mettre du budget. Ça dépend du point de vue des founders et de l'importance de la brand de manière générale. Je sais que la marque d'Algolia a pas mal évolué au fil des années aussi, c'est normal. Mais comment, vous, de votre côté, d'un point de vue brand, tu pouvais arriver à justifier de décisions d'investissement pour la boîte et dire, oui, en fait, il faut vraiment qu'on investisse du temps et de l'argent et de l'énergie là-dedans. Et parfois, d'un point de vue ROI, c'est hyper difficile à quantifier, tu vois, le branding. Donc, c'était quoi un peu on revient un petit peu à de l'objectivité, justement. C'est comment tu calcules un peu le ROI dans la brand et comment tu arrivais à faire justifier ces investissements auprès de tes décisionnaires. Vaste sujet. Alors déjà, moi je tiens à remercier Nico Dessaigne et Julien Lemoine qui m'ont fait confiance sur la brand et qui étaient convaincus day one que c'était quelque chose d'important. Donc ça déjà c'était quand même. Les founders ils sont convaincus du truc. Mais après plus tard, quand la boîte elle a grossi, que les C-level ça a changé, il a fallu un petit peu plus se justifier de ces investissements. Et moi, j'ai eu le parti pris de la jouer très bête. Mais j'étais là, ok. Admettons la brand, on s'en fout un peu. Dans le processus de décision client, elle va jouer pour 1%. Mmh. Et du coup, je suis responsable de 1% du revenu généré par la boîte. Du coup, si on signe tant de millions, ça veut dire que j'ai rapporté 1% de ces tant de millions. Okay. Et du coup, à partir de là, la discussion, elle était plus sereine puisque c'était là, ok, en plus 1% c'est vraiment hypothèse basse. Et donc à partir de là, c'était pas trop dur de justifier des embauches ou de mettre certains budgets parce que en fait tu joues un petit peu le contre-argument, on dit même si c'est 1%, en fait c'est quand même ça de revenus. Donc et ils sont là, en plus on se rend compte que c'est quand même pas 1%. Donc c'était un peu ça. Okay. Tu peux pas mettre un ROI précis, je pense, sur une brand. C'est vraiment une valeur immatérielle. Mais quand on y réfléchit un peu, c'est quand même évident que ça a une valeur de dingue. Donc quand on voit pas que dans les startups, mais dans tout, quoi. Je veux dire, une paire de pompes qui va coûter la même chose à fabriquer, si elle est vendue par Nike, elle est vendue à 150 balles. Si elle est vendue par Gémeaux, elle est vendue à 30 balles. Donc oui, l'élément différenciateur c'est la marque. Voilà, et un peu le design, mais voilà, ça reste un truc visuel en fait. Ok. Ouais, je vois tout à fait. Je suis 100% aligné avec ça, bien sûr. Donc c'est pour moi la brand, c'est l'avantage concurrentiel qui se justifie pas en fait. Et quand une marque a réussi à faire l'extra mile et en fait à juste montrer que au-delà de ce qu'ils vendaient leurs produits, ils avaient réussi à créer un univers et un écosystème qui fait que eux, ils sont
plus sexy que les autres, bah, ça fait que les gens, ils vont naturellement, tu vois, vers les solutions qui leur paraissent les plus... Parfois, même avoir, je pense, même un site, tu vois, un site qui est beau, bah, même si ton produit, il est pas d'une qualité incroyable, en fait, tu vois, tu vas faire le fake it et en fait, tu vas arriver, je pense, aussi à vendre, tu vois, ce qu'il faut, quoi. Bah, entièrement d'accord. Il y a des marchés où tous les produits sont les mêmes et les seuls éléments différenciants, c'est la marque. Et il y en a où c'est ça, en fait, qu'ils vendent. C'est leur marque, en fait. Ouais, totalement. Ouais, c'est clair. Et t'as un exemple un peu de, je sais pas, est-ce que tu t'occupais aussi peut-être à un moment donné des campagnes de, je sais pas si vous avez fait des campagnes de communication chez Algolia, un peu ce truc pub dans la rue, etc. Parce que quand tu scales, c'est un peu les grosses étapes. Alors, campagne, c'est un bien grand mot. On n'a pas fait parce que pour moi, campagne, ça veut dire t'es multi-support pendant une période donnée et tu vas vraiment accéder à un élément de langage et tout. Donc ça, on n'a pas vraiment fait. On a fait des pubs dans la rue. En France, pas du tout. À San Francisco, un petit peu. C'est pas le mode de consommation. Algolia, c'est une marque B2B. C'est un moteur de recherche qui est vendu à des développeurs pour être intégré en marque blanche dans leur site web. On va pas aller faire une pub dans le métro en mode votre moteur de recherche. Non, ça a pas de sens. Donc c'était très vite ces investissements-là, on les a pas fait. On s'était quand même un peu posé la question à un moment vers Station F et à d'autres endroits de faire des pubs sur quand on a fait un rebranding mais dans un objectif de recrutement en fait plus marque employeur, ça peut avoir un peu de sens. Voilà, mais au final ça s'est jamais vraiment fait. Et après on a fait quelques publicités extérieures à San Francisco, mais plus par opportunisme que réellement en conviction. L'essentiel de notre communication c'était du online, du display ad évidemment, mais aussi beaucoup de salons. Encore une fois, comme je disais, en fait c'est de la relation pro, c'est du partenariat, c'est tout ça. Et après la publicité auprès des développeurs, c'est un sujet assez délicat parce qu'on peut pas se permettre de leur mettre une pub dans la face. Ça, c'est vraiment, ça les saoule. De toute façon, ils ont 15 000 bloqueurs d'ads et tout, ça marche pas. Donc, tu vas plutôt faire de la publicité auprès des développeurs en allant sur des forums, en faisant de l'événementiel, en offrant des choses qui vont les aider dans leur travail. Donc, typiquement, un exemple auquel je pense, c'est quelque chose chez Algolia qui s'appelle DocSearch. Et donc en fait, c'est les développeurs lorsqu'ils ils étaient en train de fabriquer leur produit, leur API, peu importe, ils avaient besoin de faire une documentation. Et donc en fait, Algolia leur permettait de mettre gratuitement la recherche sur la documentation qu'ils étaient en train de mettre. Et par contre, il y avait marqué Search Powered by Algolia. Et donc en fait, ça, voilà, tu mets à dispo un outil gratuit pour les devs et ça te fait une micro-pub sur leur documentation. Ça a assez bien marché parce que même jusqu'à la documentation de React utilisait DocSearch, tu vois. Donc c'est ce genre de petit truc un peu malin qui a fait que la renommée d'Algolia s'est faite. La communication d'Algolia a toujours été developer first. Et c'est seulement ces quelques dernières années qu'elle a commencé à devenir un petit peu plus orientée vers des fonctions un petit peu plus PO, PM, les fonctions un petit peu plus reliées à la génération de chiffre d'affaires parce que l'idée c'était de montrer qu'avoir un bon moteur de recherche et des bonnes recommandations, parce que c'est pas que de la recherche en dessous de tes produits, vous aimerez aussi. Ça permettait d'augmenter ton panier moyen et les choses comme ça. Ça, c'est plus récent. À la base, c'était vraiment destiné aux makers, ceux qui vont faire le produit, en leur disant on va vous mettre un tool super performant entre les mains et du coup, vous créerez une expérience utilisateur impeccable. Très clair. Ouais, je pars un peu dans tous les sens, mais j'espère ça pour la question. Non, carrément. Et du coup, en 7 ans et demi, t'as dit? Ouais, comme ça, chez Algolia. Comment t'as vu un peu la brand évoluer? Est-ce que vous avez eu un projet de rebranding à un moment donné? Si oui, un peu comment ça s'est passé, tu vois? Est-ce que t'as des learnings à partager là-dessus? Bah écoute, j'ai fait 2 rebrandings chez Algolia. Le premier a eu lieu, ça devait faire 3 mois que j'étais là-bas. En fait, je suis arrivé, c'était vraiment ni fait ni à faire. Enfin, la com était elle manquait de cohérence d'un support à l'autre, ça se ressemblait pas. Il y avait pas une vraie unité de marque et le logo me sortait par les yeux. Donc très vite, je suis arrivé en disant bon, on va quand même cleaner tout ça. Ça, je considère c'est un rebranding. On va dire que non, ça a été une mise uniformisation. Voilà, une mise aux normes de la brand. Et donc on est resté sur cette brand. C'était un logo avec un chronomètre à l'époque.
Oui, c'est vrai, ça me parle, ça. Un chronomètre très bleu-violet et en fait, déjà, ce qui était trop bien, c'est que je suis arrivé, j'ai dit, il faut changer le logo, ce qui est quand même pas neutre dans une boîte. Et tout de suite, les deux fondateurs, ils ont dit, OK, go, on te fait confiance, on t'a embauché pour ça, tu dis qu'il faut changer, on change. J'étais là, OK, go. Donc, c'est ça une startup, en fait. On me dit, oui, je peux faire ce que je veux, cool. Et en fait, l'idée, c'était, à l'époque, la grosse inspiration que tout le monde copiait, c'était Stripe. Ils avaient créé un espace de brand, B2B, startup, mais cool quand même. Et donc l'idée, ça a été de leur emboîter le pas et d'être tout de suite identifié vraiment scale-up, en fait, plus que startup. On commence à s'implanter, on n'est plus une petite boîte, on commence à être 50, 60, bientôt 100. Ça devient crédible. Donc en fait, l'idée de ce premier truc, c'était de se caler là-dessus. C'est vraiment fake it until you make it. Et l'idée, c'était d'avoir l'air plus gros que ce qu'on était. Donc, c'était d'avoir l'air d'une taille de boîte moyenne alors qu'on était une petite boîte. Et donc, on a gardé ça pendant plusieurs années. Donc, très start-upy, on appelle ça un peu, très coloré, des gradients de partout, ambiance, moderniste, et puis sans trop de prise de tête et tout. Et puis, petit à petit, la boîte a grossi, les contrats ont grossi, les clients étaient de plus en plus gros. Et à un moment, il a fallu se réaligner avec ça et devenir plus crédible pour aller chasser des plus gros clients et donc des plus gros contrats. Moi, je te parle de ça. Tu vois, le premier rebranding, il a eu lieu. On était en série A, puis après, on a commencé à faire série B, C, et donc en série D, on a fait un autre rebranding. Et là, l'enjeu était complètement différent. On devait passer d'une marque adolescente à une marque adulte. Et là, devenir vraiment plus corporate, d'avoir les reins plus solides, d'être une marque plus de confiance. Donc, assagir, calmer le jeu, c'est moins fun. On a eu beaucoup de devs qui nous disaient, ça devient un peu chiant et tout. On est, mais c'est le jeu, en fait. On n'est pas là pour faire un truc cool, on est là pour répondre de manière visuelle à une problématique business. Donc là, voilà, on a rechangé le logo, on est passé sur des couleurs un peu plus sages, plus conventionnelles. Et c'est comme ça qu'on a fait le Algolia d'aujourd'hui, qui est une marque moins dev, plus héroïste et Enterprise SaaS, voilà. le blanc. Ouais, c'est ça, Enterprise, tout à fait, ouais. Donc voilà, donc ça a été ces deux rebrandings. Les deux ont été exigeants, chacun à leur manière. Les enseignements que j'en tire, en tout cas, c'est que pour que ça soit réussi, il faut embarquer toute l'entreprise dedans. Ça, c'est clair. Et ça, du coup, ça passe par communiquer en interne beaucoup dessus, déjà expliquer qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi on le fait, et aussi ensuite consulter les gens. Parce qu'il y a pas mal de parties prenantes dans une création de marque, donc on essaie de comprendre au mieux ce qui marche pas chez eux, comment est-ce qu'on peut essayer de répondre à leurs questions. Tu vois, je pense aux sales par exemple, ce qu'on appelait le first meeting deck, qui est vraiment le slide deck qu'ils utilisent lorsqu'ils rencontrent un client pour la première fois. Ça c'est un point de contact avec la marque qui est très important parce qu'il y a plein de prospects qui vont découvrir Algolia pour la première fois ici. Qu'est-ce qui marche pas dans slide deck, est-ce qu'on peut l'améliorer avec eux, voilà, ce genre de trucs. Et puis aussi montrer le travail dans les coulisses avant qu'il soit release publiquement. Faut éviter le fait tunnel absolument où d'un seul on dit tiens, tac, nouveau logo, nouvelle couleur, nouvelle marque, débrouille-toi avec ça. Non, pas du tout. On a fait ci, on a fait ça, comme ça les gens. C'est la marque que les employés aussi portent. Voilà. Faut adhérer quoi. Et donc et comme ça en fait, si tu fais ça le jour où tu releases ta nouvelle marque, là t'as vraiment tout le monde s'en empare. Du coup, bien sûr, tu fais des goodies, des t-shirts, des stickers pour que tout le monde se l'approprie. Et puis du coup, en fait, il faut que tous les employés soient des ambassadeurs de cette marque. Parce qu'après, derrière, il y a faire la nouvelle marque et il y a propager la nouvelle marque. Ça, c'est encore un autre sujet. Et dans une boîte, quand tu fais un rebranding et tu as 600 ou 700 personnes, il faut que tous les supports de com soient uniformisés. Je sais pas si tu te rappelles, mais il y a quelques années, Google, par exemple, ils avaient fait un tour de force quand ils ont changé leur logo, qui sont passés d'une serif à une sans serif. En une nuit, une demi-heure, c'était propagé de partout. Et ça,
hallucinant, quoi. Donc nous, voilà, on avait une grande spreadsheet. Et déjà, si tu arrives à propager ta marque sur tous les supports en 3 mois, c'est déjà bravo, quoi. Ouais, je vois tout à fait. Donc, t'as besoin de tout le monde pour ça. Est-ce que vous aviez impliqué un peu des clients aussi dans ce processus de rebranding? Non, on a quand même fait un peu des sessions où on présentait la marque, quelques éléments pour avoir des retours en mode focus group quali. Mais non, on n'a pas vraiment. On a plutôt été chercher côté dev, côté ceux qui travaillent vraiment. Peut-être partenaires. Ouais, ça. Ok. Et un des trucs que tu as évoqué, et moi c'est un de mes combats parce que le claim de l'agence c'est en gros boring brands, tu vois, don't break the bank. Donc moi je suis en mode voilà, les marques un peu chiantes, assagies. Bah en même temps j'en fais parce que il y a des besoins clients et tu vois j'y réponds parce que c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on pense parfois être le juste travail à réaliser pour répondre à ces enjeux de marché, etc. Et à la fois, tu vois, je me demande toujours pourquoi, en fait, on arrive toujours à ce consensus de white blue brands en enterprise SaaS, tu vois, où c'est vraiment très propagé quand même. Et comment est-ce que tu penses qu'il est quand même possible pour des grosses boîtes, même quand elles adressent du enterprise, d'avoir une marque qui est très très forte, très clivante même, avec peut-être des personnages, des mascottes, des trucs qui sortent complètement de l'ordinaire et pour autant ils se décrédibilisent pas et ils vont pas signer, tu vois, des gros deals parce que souvent c'est la peur, tu vois, des sales et des founders de se dire faut quand même faut qu'on montre qu'on soit voilà, corporate finance, quoi. Tu vois? Ouais, je comprends. Ça c'est un sujet qui est délicat. Déjà, ça va dépendre un petit peu de ton secteur d'activité. Sûr. Il y a des secteurs où il faut rentrer dans les codes, d'autres un peu moins. En ce moment, tu vois, je travaille avec des boîtes qui sont un peu dans le côté un peu industriel et tout. Là, en fait, tu peux pas te permettre de faire quelque chose de non conventionnel parce qu'en fait, tout de suite, ça suscite, c'est quelque chose d'inconnu, ça suscite la crainte, la peur, donc tu risques de niquer des deals comme ça. Par contre, j'aimerais mettre une nuance parce qu'il y a boring et il y a conventionnel. Et c'est deux choses différentes. Je pense que tu peux faire une marque conventionnelle qui rentre dans les codes, mais qui est pas boring pour autant. Tout à fait. Ouais. Donc c'est ça, quand tu es face à un client qui veut vraiment pas disrupter son marché ou son image, ben c'est ce qu'il faut essayer de faire. Donc, et c'est là le sweet spot, il est difficile à trouver. Ça passe beaucoup par le messaging, ça passe beaucoup par le storytelling, plus que par l'aspect visuel, parce que finalement tu peux raconter une histoire de dingue en ayant un logo bleu et être super boring en ayant un logo un peu farfelu. Ouais, bien sûr. Donc ça va se jouer vraiment là-dessus. Et pour le point des entreprises qui vont vraiment taper fort, disrupter, essayer d'être différenciés, il y a deux cas de figure en fait. Soit c'est une marque dont c'est l'ADN et c'est comme ça depuis le début. Et donc en fait c'est ce qui a fait leur force et du coup les founders ils ont pas peur d'aller vers ça puisque c'est ce qu'ils sont et c'est ce qu'ils veulent conserver, des troublions ou avec une marque qui revendique. Soit, et là c'est beaucoup plus risqué, c'est une marque qui est tombée en désuétude et qui a vu ses ventes s'étioler au fur et à mesure du temps et qui là d'un coup décide de se renouveler du tout au tout du jour au lendemain parce que c'est un baroud d'honneur en fait, elle essaie de survivre. Et là c'est qui tout double. Un exemple, là, récemment, tu vois, on a vu Jaguar, la marque de voiture, qui a tenté de se renouveler en faisant un virage à 180 degrés. Eh ben, écoute, le temps nous le dira. Je sais pas si ça marche pas, mais en tout cas, ça a suscité beaucoup de réactions. Après, bad buzz est quand même du buzz. Mais c'est très risqué. Donc, en fait, voilà. Nous, en tant que designer, on a envie de faire des marques ultra différenciantes, ultra fortes. Mais des fois, c'est pas la bonne réponse à apporter au business. Des fois, juste une marque propre et qui fait le job, c'est ce qu'ils veulent en fait. Un truc clean qui inspire confiance et qui sort pas trop de sentiers battus. C'est bon, ça marche quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, t'as raison. T'as bien raison de le nuancer, je pense. Encore une fois, je réinsiste sur ça et c'est ce que je dis souvent à mes clients. Je suis pas là pour être un artiste, je suis pas là pour vous faire un coup de peinture ou quoi. Je réponds à un enjeu business avec une réponse visuelle. C'est exactement ça. Ouais. Donc, L'autre sujet dont je voulais parler avec toi, c'est le volet formation. Parce que je sais que tu as été formateur sur la partie design.
Et je trouve que c'est une casquette que tout le monde n'ose pas prendre parce que il y a un peu voilà, faut dire voilà, moi je suis crédible pour faire ça, premier truc. Donc comment toi ça t'est venu de te dire voilà, moi j'ai envie aussi d'être un peu plus formateur, parce que j'avais vu que tu avais fait ça à un moment donné. Et aussi au-delà du fait que voilà, comment toi ça t'est venu, c'est aussi ta vision un peu maintenant aujourd'hui avec les outils actuels et le contexte actuel, comment un designer maintenant aujourd'hui doit se former, tu vois. C'est quoi un peu selon toi la vision, parce que du coup tout le volet formation de manière générale il change complètement, tu vois. Déjà moi à l'époque quand j'étais en études j'étais en mode franchement j'apprends tout sur Google, donc j'étais un peu en mode avec les cours les profs, tu vois, j'étais pas persuadé que ils pouvaient m'apprendre vraiment des trucs, et en fait avec le recul je comprends ce qu'ils pouvaient m'apporter, mais voilà, c'est quoi ta vision vis-à-vis de ça? Ouais, bonne question. Donc effectivement, j'ai fait de la formation avec The Design Crew pendant 3 ans. En fait, à l'époque, l'opportunité m'a été donnée par Jordan, que je salue d'ailleurs, de chez The Design Crew, qui a rassemblé les designers des plus grosses startups de Paris, quoi, en gros. Donc, on s'est retrouvé avec Julien Pelletier de chez Itch, et il y avait Jérémy Barré qui, lui, avait fait Google et YouTube, et puis Félix Lepoutre de chez Lydia. Donc, en fait, il a essayé de monter une équipe de designers crédibles qui étaient en poste pour faire une formation no bullshit. Pas tu vas à une école et tu payes et t'as en fait un gars qui fait de la PAO. Tu vois, non, c'était des vrais designers de start-up qui venaient parler de leur expérience en start-up. Ok. À l'époque, je pense que j'étais beaucoup plus jeune et con que maintenant, et le syndrome de l'imposteur, bizarrement, je l'avais moins. Donc j'y suis allé en mode trop cool, on y va. C'était une formation très axée product design, et en fait moi j'intervenais à la fin sur la brand pour quelles sont les interactions entre la brand et le produit, et puis aussi parler un peu de tous les côtés UI, vraiment plus le craft visuel. Pour du coup en venir à oui, comment se doit se former un designer, qu'est-ce qu'on y apprend dans cette formation. Aujourd'hui, la formation The Design Crew, et puis c'est une philosophie que je partage beaucoup avec eux, c'est d'être tout l'agnostique. On s'en fout, en fait, t'es pas là pour venir prendre un cours de Figma. Si tu veux faire un cours de Figma, comme tu l'as dit, tu vas sur YouTube, il y a 50 000 tutos qui sont faits par plein de gens du monde entier, des trucs trop bien. Non, ce qui est important, c'est surtout d'apprendre la démarche, parce qu'il y a savoir faire du design, savoir faire des box avec un bel ombrage et des beaux boutons, ok, t'es fort en UI. Mais après, il y a toute la démarche UX, la démarche s'intégrer dans une équipe produit, comprendre les problématiques des développeurs aussi pour que ton design soit viable, et comment ça marche dans une équipe. Donc un peu aussi le savoir-être et ces trucs-là. Moi aujourd'hui, c'est ça que j'aurais envie d'inviter les designers à apprendre un petit peu plus. Parce qu'il y a faire du bon design, mais il y a aussi faire du design efficace dans un cadre d'équipe efficace, et avoir l'utilisateur final en tête. Donc savoir mener de la user research, savoir interpréter des heatmaps, toutes ces choses-là en fait dont on ne parle pas, parce on parle de designer, tu crois que c'est juste faire des interfaces, mais non, en fait c'est mener une étude, comprendre la problématique, voir où tu as un pain point, et ensuite faire des recherches, quelle solution pourrait répondre à ce pain point, et donc au final la tester et revenir sur ses hypothèses de base si ça n'y répondait pas. Okay. Tout cet à côté du software en fait est souvent négligé dans le design. On croit qu'il suffit juste de faire un truc beau, carré et propre. Non, c'est pas que comme ça. Il faut que ça fasse quelque chose qui soit utilisable. Et du coup, je sais plus, c'était quoi la reste de ta question? Non, mais c'était ça, et puis non, c'est aussi un peu ce truc c'est ce que je te disais. Je pense, t'as entièrement répondu. C'était vraiment de comprendre, en fait, aujourd'hui, t'es designer, et du coup, il y a tous les nouveaux outils qui sortent, et tu vois, les dernières releases de Figma aussi. Alors moi, j'ai même pas pris le temps de tester. Il y a trop de trucs, tu vois. Et donc, c'est quoi un peu, tu vois, peut-être par où que tu dois commencer, quoi. Demain, t'es peut-être un junior designer, et c'est quoi peut-être le bon chemin à prendre? Ok. Eh ben effectivement, c'est quoi le bon chemin à prendre? Bon, déjà à la base, c'est Figma. Je veux dire, tu sais pas te servir de Figma dans l'industrie actuelle, t'es nulle part. Donc tu apprends Figma. Là, je suis très content de la sortie du nouveau Figma Buzz. C'est le tool dont j'aurais eu besoin il y a 5 ou 10 ans chez Algolia là, pour publier des ads de partout. Tu vois. Bon, ça y est. On a scalé. Donc, trois designers, là, on va pas les prendre. Désolé. Donc bien sûr Figma, bien évidemment les AI. Je veux dire, aujourd'hui, les designers seront pas remplacés par les AI. Ça, c'est un grand discours, c'est une connerie, pas du tout. Je veux dire, si c'était si facile, ça se saurait.
Aujourd'hui, Figma, c'est facile de s'en servir. Sauf qu'un créateur d'entreprise, il a pas le temps de se mettre sur Figma. Il aura pas le temps d'apprendre l'AI non plus. Donc, tu peux faire un logo de merde en 2 secondes avec de l'AI, il y a pas de souci. Par contre, pour faire un truc bien, ça s'apprend, faut apprendre à prompter et tout. Donc, c'est un nouveau tool. Donc, voilà, c'est pas AI versus designer, c'est par contre designer with AI versus designer without AI. Donc là, aujourd'hui, dans l'environnement concurrentiel, l'AI c'est indispensable. Moi, j'utilise beaucoup Midjourney que j'aime bien, que j'ai réussi un peu à apprivoiser. Mais j'ai l'impression qu'on peut faire de plus en plus de choses assez cool avec ChatGPT. T'as vu Lasco peut-être aussi? Ouais, un petit peu, ouais. Du coup, je sais, c'est des clients à toi. Enfin, moi, je suis investisseur chez eux. Ah, carrément. Je suis investisseur chez eux mais ouais, c'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire. Là, on travaille sur un petit rebranding aussi, donc on les accompagne là-dessus. Mais ouais, c'est vraiment très stylé et un peu aussi même cette vision un peu Zapier du designer qu'ils sont en train un peu de créer. Donc, tu vois, de pouvoir, en fait, vraiment intégrer l'IA dans tes workflows et penser avec tes process et les connecter avec d'autres outils. Donc, je pense qu'il y a pas mal de trucs. C'est la brique manquante, effectivement. Ouais, c'est un peu la brique manquante. Donc, je pense qu'il y a, il y a un vrai potentiel derrière ce type d'outils. Je sais pas s'il y en a d'autres, mais c'est pour ça que je crois en eux, parce qu'il y a du potentiel, ouais. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est super important. L'AI ultra important. Après, bien sûr, j'utilise Runway aussi pour, du coup, convertir les images que j'ai créées sur Midjourney en vidéo. Runway ou Luma qui est bien aussi et puis bien sûr j'utilise toujours la suite Adobe. Ça c'est moins nécessaire si t'es product designer. Si t'es brand designer, j'estime que c'est quand même important, notamment pour faire un bon logo, tu vois, le clean du logo à la fin. Tu vois, typiquement Figma, ils ont sorti les nouveaux tools vectoriels et tout, mais c'est pas au niveau du tout. Là on n'y est pas. Donc voilà, donc souvent je vois il y a un peu de bashing sur la suite Adobe de la part des jeunes designers, genre Adobe est mort, Figma c'est trop bien tout. Non, c'est juste tu sais pas te servir de. C'est comme si tu étais en train de comparer un stylo plume avec un crayon de couleur, tu vois. Je veux dire, c'est pas fait pour faire les mêmes choses. Il y en a un peut-être tu sais bien t'en servir et l'autre pas du tout. Et il faut apprendre à se servir des deux parce qu'ils sont complémentaires. Et après, bien sûr, eux, ils ont une bonne dose d'AI aussi dedans, donc ça, c'est pas mal. Donc, de plus en plus, là, je vois des choses. Tu vois, on parlait un peu de mon parcours en début de ce podcast. Le gros de mon travail quand j'étais assistant DA, c'était de faire du détourage à la mano, avec le lasso, les cheveux un par un. Là, tu cliques sur Remove Background et hop, c'est fait. Alors, ça, tu dis, what a time to be alive. Ouais, c'est vrai. C'est fou, ouais. Alors, c'est clair. D'ailleurs, moi, à un moment donné, quand il y avait eu ce potentiel rachat de Adobe, de Figma par Adobe, ils avaient sorti une vidéo un peu de les 2 intégrations et c'était fou, quoi. Tu t'es dit, ouais, si vraiment ça existe, c'est incroyable. Bon, ça s'est pas fait. Mais... Dommage, hein. Mais bon, la loi du monopole, antitrust, je crois, c'est ça. Je sais ouais, c'était un truc comme ça, ouais. Donc vraiment aujourd'hui c'est ça, se former sur le tool Figma. Après Figma, tu vois, on n'est pas à l'abri que dans 5 ans ça soit coulé par un nouveau tool qui est. C'est exactement ça, ouais. Donc c'est pour ça que j'ai insisté aussi tout à l'heure sur la formation d'être software agnostique. Avant tout, c'est une démarche et tout, et après t'as une interface, t'as un logiciel qui va te permettre de faire une interface, mais ou un site web ou une pub, peu importe. Mais en fait, c'est une démarche avant tout. Parce que demain, Figma, ça se trouve, ça sera remplacé. Tu vois, moi, je suis arrivé, j'ai commencé à designer des sites web sur Photoshop, ça s'est fait remplacer par Sketch, ça s'est fait remplacer par Figma. Bon, à chaque fois, il fallait changer, tu vois. Abstract. Et Adobe XD, waouh. Non, mais franchement, je suis tout à fait d'accord avec ça et c'est très important, je pense, de le mettre en avant, ce point-là, parce que en effet, c'est pas une question d'outils et c'est pas une question du comment, et même nos clients respectifs, au final, ça les importe peu de comment on va y arriver. Le moyen, c'est pas leur problème, en fait. C'est aux designers et aux créateurs et aux marketeurs, etc., de s'emparer des moyens à disposition. Aujourd'hui, c'est l'IA, demain, j'en sais rien ce que ça sera. Et du coup, de profiter de cette opportunité pour mieux faire, scaler plus vite, être plus productif, être plus créatif, dans une certaine mesure. Mais en effet, du coup, le nerf de la guerre, c'est comme tu l'as dit, c'est la démarche, le contexte, tu vois, être pertinent par rapport à ce qu'on est en train de faire, du coup, et tout ça, pour l'instant, l'IA, elle réfléchit pas à notre place, quoi. Donc, entièrement d'accord. T'as raison. Tu soulèves un point qui est très juste, c'est qu'en fait, ce qu'on vend, c'est avant tout des idées. L'IA, elle a pas d'idée. Hein. L'IA, c'est un outil statistique qui répond quand tu poses une question, et encore pas toujours très bien. Si tu
fais que penser au tool, tu seras limité par ton tool. Et t'as bien utilisé le mot de dire, en fait, le tool, c'est un moyen. En fait, c'est un moyen au service de ton idée. T'as une idée parce que parce qu'on t'a parlé de telle problématique business et du coup tu dis attends, je pense qu'il va falloir y répondre au travers d'une page comme ça sur le site web et du coup tu vas la transformer en réalité. Si tu pars que du tool, en fait là tu vas te limiter en fait parce que du coup tu vas te restreindre à te dire ah ouais mais alors ça en fait je peux pas le faire, donc en fait tu vas écarter tout de suite cette idée parce que tu pars tout de suite dans la technicité de comment je vais pouvoir le faire. Je sais pas le faire, donc je mets de côté cette idée. Ouais. Là, tu passes à côté d'un truc qui aurait pu être grave cool, alors que en fait, justement, venir faire un peu n'importe quoi et tout, et t'as l'idée, tu dis bon comment je vais faire. Puis alors tu utilises un bout de Midjourney, un bout de Photoshop, un bout de Figma et de trucs, et puis là j'ai trouvé un tuto sur internet où le gars il m'a appris à faire ça. Boum, et à la fin t'as utilisé 15 techniques différentes, ouais, t'as un truc cool. Ouais. En fait, c'est ce que je préfère en plus, tu vois. Ouais. À la fin, tu dis, hey, je pensais pas que j'en étais capable et je l'ai fait quand même. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est incroyable. Il nous reste quelques minutes et je voulais terminer par un dernier truc et après, comme ça, on clôture gentiment. Si tu veux juste nous partager, peut-être, dans tout ce que tu as pu faire jusqu'à maintenant, même peut-être un projet sur lequel tu travailles, un truc dont tu es hyper fier et tu as envie d'en parler, ou un truc, voilà, c'est un truc sur lequel t'as kiffé travailler. Difficile question parce que moi je suis du genre à tout donner dans un projet et à partir du moment où c'est fini, je ferme l'ordi machin, le lendemain je retourne le voir et je suis là. C'est nul. C'est nul. Donc j'ai un peu tendance à trouver que tout ce que je fais est nul. J'espère que mes clients vont pas regarder ce podcast. C'est pas nul ce que j'ai fait pour vous. Non, je suis très très critique envers moi-même. En vérité. Là, sur cette année et demie, enfin l'année et demie que j'ai fait en tant que freelance, je suis plus fier de comment j'ai réussi à gérer mon business que de la production design en tant que telle. Parce que la production de design, finalement, ça fait des années que je sais faire des trucs et puis comme je te dis très vite, je me lasse un peu. Quand on fait un truc, enfin en plus on voit tous les défauts. De ce qu'on fait, donc j'ai plus de mal à être content de ça. Ouais. En revanche, j'étais assez content de mener ma barque, comprendre tous les aspects administratifs, faire des choses m'autodiscipliner, tous ces trucs-là dont je pensais pas nécessairement être capable. C'est plus tout l'aspect méta autour. Très bien. Non, mais c'est une très bonne réponse. Hein. Qui m'a fait plaisir, voilà. Et donc, j'ai hâte de voir où ça va me mener à la next step. Voilà, et c'est pas un chemin de tout repos, quoi. Ouais, Bah écoute, je pense on est bon, on arrive au bout. Franchement, merci beaucoup Sébastien, franchement de tout ce que tu as partagé. Je pense qu'on a vraiment appris plein de choses hyper cool. Moi, ça m'a vraiment beaucoup intéressé, tout ce dont on a parlé. On a parlé beaucoup de ce que tu as pu faire chez Algolia, mais c'était une bonne partie de ta vie, c'est normal. Donc voilà, merci vraiment pour ce temps ensemble et c'était un vrai plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Merci d'avoir regardé cet épisode du Climb Podcast. C'était un plaisir d'accueillir aujourd'hui Sébastien Navizet, qui avait travaillé chez Algolia, qui est freelance et qui a fait plein de trucs différents. De toute façon, vous avez vu tout au long de l'épisode. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter si vous avez une minute. Et puis surtout, à regarder un petit peu les autres épisodes parce que je suis sûr qu'il y en a qui peuvent vous intéresser. Voilà, c'était un plaisir et je vous dis à la prochaine. À plus.